comme réalisation. Et donc, en Haïti, j'ai présenté le document. Alors, en Haïti, alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le mot Mapou, c'est un arbre géant et il symbolise la résilience. Et quand il est dans un endroit, il occupe l'espace, mais c'est pour le bien aussi, parce qu'il s'arrange à ce qu'il y ait de dialogue en dessous. Dans les coins reculés, c'est comme ça. Les gens vont en dessous de Mapou pour parler, pour dialoguer. Et le Mapou aussi a un autre avantage, ses racines sont bien ancrées dans le trifle, dans nos valeurs. Alors, il y a quelqu'un, comme je disais tantôt, qui peut en témoigner, n'est-ce pas, docteur Guy? alors, vraiment, nous avons, c'est là qu'est venu de nos Mapou. Et donc, chemin faisant, depuis 2022, nous sommes là. Nous avons pris le temps par rapport à ce que nous avons comme vision. Et la vision, c'est vraiment de s'arranger à mobiliser la relève, la jeunesse, pour participer activement à la communauté et s'impliquer dans des projets à forte valeur ajoutée. Maintenant, en termes de mission, ce que nous avons, la mission, c'est vraiment de travailler à bâtir un écosystème social où des jeunes leaders peuvent émerger et capables d'interagir, d'influencer et la gouvernance, d'influencer leur environnement immédiat. Maintenant, comment ça se passe? Et nous avons 3 piliers. Et nos 3 piliers, en Haïti, on appelle les trois wash diffus. Ça veut dire pour que dans les coins reculés, les gens, quand ils font à manger, ils préparent, ils mettent l'ustensile sur les 3 pierres, c'est pas vrai? Donc, les 3 piliers de Mapou Lab sont l'engagement social, parce que aujourd'hui, nos jeunes ne connaissent pas leur environnement. Donc, il faudrait, pour qu'ils puissent agir sur cet environnement dont ils ne connaissent pas, il faut apprendre à leur montrer. Donc, nous devons travailler avec eux pour qu'ils puissent participer de manière durable. Ensuite, l'autre pilier, c'est l'entrepreneuriat social, parce que l'idée, c'est de les inculquer des notions pour qu'ils puissent vraiment changer et générer de la forte valeur ajoutée et venir avec des solutions pérennes. Maintenant, le dernier pilier, c'est le leadership, qui est de contribuer à l'émergence, je le disais tantôt, à l'émergence des jeunes pionniers, mais engagés, ancrés dans ce terroir et capables également d'apporter des solutions novatrices et durables pour répondre à beaucoup de défis. Next. Alors, ces 3 piliers prennent corps à partir de nos programmes. Nous avons 4 programmes. Il y a 2 d'entre eux qui n'ont pas été encore implémentés. Rapidement, je passe à pied joint. C'est le programme de mentorat, qui est de transmettre, alors c'est la transmission des valeurs des aînés à cette relève-là. Cette relève qu'on trouve dans les universités, cette relève qu'on trouve dans des établissements académiques. L'autre programme qui est l'Alumni Connecté. Et fort de mon expérience, aujourd'hui, les institutions académiques, les universités tout court, ils n'ont pas vraiment des mécanismes pour encourager le giving back, pour que les anciens, ceux qui ont pu bénéficier, puissent retourner quelque chose. Dans cette optique-là, on travaille avec les universités pour monter des associations d'anciens pour encourager le giving back, comme je disais tantôt. Et les 2 autres programmes qui sont déjà en vue, c'est l'interrogation de la relève, qui est l'espace d'échange et de réflexion avec une figure emblématique où un ambassadeur, un étudiant ambassadeur de Mapou Lab dialogue sur des sujets d'intérêt majeur avec cette figure emblématique-là. Nous avons eu la chance d'avoir 2 interrogations de la relève, une avec M. Patrick Attier, qui est le directeur ou le recteur de l'université de renom, ESI, et ensuite avec l'ancien ambassadeur Goutou, et qui nous a honoré de sa présence. Je crois que c'était le 7 août, très, très, très extraordinaire. Nos membres ont vraiment adoré. Et l'autre programme phare que nous avons, c'est la parole. La parole, c'est pour nous cet espace de citoyens, cet espace d'échange que nous avons lancé depuis tantôt 2 ans. Nous sommes à notre 2e édition et
Cette deuxième édition porte un nom très spécial, Émile Saint-Lô, qui est cette figure emblématique qui a marqué l'histoire mondiale, ce n'est pas seulement Haïti, surtout dans la diplomatie. Next. Donc, cette deuxième édition s'est déroulée au niveau national. Nous avons, Régie, nous avons d'abord une première phase dans l'Ouest avec 8 universités et facultés. Donc, l'équipe championne, c'était Kiskeya qui affrontait l'Inagé. Et après ça, nous sommes montés dans le Nord avec l'université publique du Nord-Ouest, l'université publique Howard Sibonite et 4 universités facultés de la région métropolitaine du Cap. Et ceci dans une ambiance vraiment survoltée dans l'enceinte de l'université campus Limonade, et c'est le campus Limonade qui était championne. Et après, nous sommes rendus dans le Grand Sud. Nous avons eu l'Université publique d'Anip, l'Université publique du Sud-Est, l'Université publique de la Grand'Anse et 3 autres universités et facultés de la région métropolitaine des Caraïbes. Et c'est la American University of the Caribbean, des Caraïbes, qui était championne. Et en termes de participation, ce que nous avons, alors là, c'est la prochaine étape que nous allons avoir. On va passer à pieds joints. Et peut-être à la fermeture, je vous donnerai plus de détails. Maintenant, en termes de participation, qu'est-ce que nous avons eu? En présentiel, au Grand Mot, c'était à peu près 10 000 étudiants qui ont vraiment interagi et échangé vraiment avec une intensité qu'aujourd'hui, qui nous manque au niveau de Mapulaval. Donc, et maintenant, après cette expérience ô combien intéressante et productive, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avons pu déceler, et là, nous avons pu déceler des jeunes qui sont talentueux et qui sont dans les coins qu'on n'arrive pas, mais qu'on n'expose pas. Alors ça, c'était les interrogations de la relève. Et Régie? Donc, maintenant, alors là, nous sommes arrivés à une autre étape au niveau de l'année dernière. Dans cette mouvance de la parole, nous avons reçu l'invitation de l'Union européenne. Merci, Madame l'ambassadeur, pour l'invitation. Et moi, personnellement, j'étais le chaperon qui avait accompagné et le président des étudiants ambassadeurs qui s'appelle Kevin Alonso. Alors, une petite note que je dois insister, Mapulab au niveau national, dans chaque université, notamment les universités publiques en région départementale, nous avons ce que nous appelons les étudiants ambassadeurs. Souffrez, Madame l'ambassadeur, que je dise, un de ces cadres, vous entendez parler de ambassadeurs, étudiants ambassadeurs. Donc, dans chaque université, nous avons ça. Et à Bruxelles, et c'est peut-être ce qui nous amène aujourd'hui de cette invitation, nous avons été ô combien, pas chanceux seulement, mais vraiment, surtout pour moi, pour le président Alonso, Kevin Alonso et Stéphanie, et nous avons fait équipe pour aller à Bruxelles, et l'expérience était ô combien réussissante. Vous allez les entendre tout à l'heure, dans 5 à 10 minutes. Ce n'est pas de mon ressort, donc je vais passer à pied joint là-dessus. Donc, du 10 au 14, ça c'est la partie qui est la partie restitution qu'on va aborder dans 7 minutes. En termes d'audience que nous avons, et ça concerne, excuse-moi parce que c'est pas trop bien aligné, mais en termes d'audience que nous avons de l'année dernière par rapport à nos programmes, nous avons eu une audience en termes de visibilité, plus de 1 48 480 000 visites sur nos plateformes, et réparties de la sorte. Dans l'Ouest, nous avons plus de 26%. Voilà. Dans l'Ouest, c'est 40%. Le Grand Nord, 26%. Et 19%, c'est le Sud. Et les 10% c'est le plateau central. Et les 5%, et c'est la diaspora. Donc, le niveau d'âge qui interagit surtout avec nous, ça part du 28 de 28 à 24 ans. Ben, c'est un petit peu ça et présentement en termes d'audience. Donc, pour l'instant, bon, certaines fois, les gens nous posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? D'où nous tenons nos ressources pour faire tourner cette machine de Mapulab? Donc, en termes de ressources, nous avons pu, en termes de dépenses, c'est 8 millions 10
10 000, 19 000 gouttes qui ont été dépensées. Donc, de ces 2 millions, 60% à peu près vient de nos fonds propres. Et nous avons reçu des sponsors et à peu près 40%. Donc, le gros lot, c'est Émile Saint-Lô qui aspire tout la grosse part en termes de dépenses. Ça a consommé à peu près un montant de 4 000, ça 4 millions, excuse-moi. Et c'est ça. En termes de dépenses, le tournoi Émile Saint-Lô a eu la grosse part. Ensuite, nous avons l'interrogation de la relève. Et ensuite, nous avons en termes de fonctionnement et frais administratifs. Non, les frais administratifs occupent le second rang, qui est 1 million, et la participation à Bruxelles aussi, et où nous avons presque dépensé près de 1 million de gouttes pour aller là-bas. Donc, voilà un petit peu ce que c'est, et la relève, l'interrogation de la relève qui vient en troisième ou quatrième position. Voilà un petit peu en termes de dépenses comment ça se passe pour nos rentrées et dépenses. Donc, merci à tous ceux qui ont pu supporter et jusqu'à présent qui continuent à supporter. Et il n'y a pas trop grand-chose. Voici nos sponsors et nos partenaires. Donc, au premier rang, vous allez voir la phase ouest avec les 8 universités et facultés. Phase 2, Grand Nord, 8 universités et facultés. Phase 3, Grand Sud. Et un partenaire que je vais prendre le temps de saluer, c'est Corpua. Et Corpua, c'est l'entité qui coiffe toutes les universités et entités académiques. Et le représentant n'est pas là. Et le président, c'est Dr. Jean-Robert Charles. Nous avons un partenariat avec eux. Nous avons, bon, il y a la Mater. Pourquoi je mets ces autres partenaires? Parce qu'ils nous offrent indirect ou directement beaucoup de support. Donc, à titre d'exemple, à la deuxième phase de Mapolab, le staff de Mapolab n'était pas dans le sud, mais quand même, les phases préliminaires ont été lancées au cours du mois de juillet. C'est pourquoi, par exemple, la American University of the Caribbean, pour nous, est un grand support, et ceci, c'était pour bono, un espace vraiment flambant neuf. Alors, les sponsors que nous avons eu la chance d'interagir ou bien qui nous ont supportés gracieusement, c'est la BRH, Sunrise, et j'ai mis MPK, elle se connaît, Maryse, Pénètre, Kédar, on n'a pas de ensuite et tout le reste qui vient avec. Merci de tout cœur et vous aurez la chance peut-être de voir avant la fermeture que je parle de la prochaine étape qui est liée justement à la restitution de ce qu'on va faire à Bruxelles. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. S'il y a des questions, certainement, je vais prendre le temps de répondre. Je salue l'ambassadeur Guy Lamotte qui vient de nous rejoindre. N'est-ce pas, Guy? Merci. Et on va prendre, maître de cérémonie, je te retourne le micro. S'il y a des questions, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ou deux questions? Oui. Bon. S'il n'y en a pas, sans transition, j'invite Madame l'ambassadeur et de l'Union européenne, et normalement, pour ses propos de bienvenue. Non, attends, j'ai failli, un petit accord pour le protocole. Je vais passer le micro au maître de cérémonie, justement, qui va pour te présenter. Merci encore pour votre. Merci beaucoup, M. Saint-Fort. M. Saint-Fort qui nous a fait une présentation très inspirante. Comme l'a si bien présenté ici dans le petit support de communication, Mapoulab, c'est éveiller l'engagement forgé des Mapou. Éveiller l'engagement en s'inspirant des autres qui nous ont précédés, des grands Mapou de notre histoire, de notre société, mais aussi éveiller l'engagement auprès des jeunes. Parce que nous avons au sein de Mapoulab une fibre qui vibre très fort vers l'accompagnement des jeunes. Merci beaucoup, M. Saint-Fort, que je vous prie d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, comme le disait M. Saint-Fort, j'invite à me rejoindre Madame l'ambassadrice, Madame Rousse Hélène,
dans ses propos de circonstance. Madame Rousse, que je vous prie d'applaudir, je vous prie. Nous avons eu un échange très intéressant avec Madame Rousse tout à l'heure, quand elle a découvert qu'au sein de Mapoulab, les jeunes également sont appelés, les jeunes qui représentent les universités sont appelés ambassadeurs. Donc, Madame l'ambassadrice, c'est un ambassadeur qui vous passe ce micro. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce matin. Je voudrais d'abord remercier Mapoulab de cette invitation si chaleureuse, si sympathique, mais si utile et efficace aussi. Je voulais le dire. Remercier bien sûr Monsieur Saint-Fort. Remercier tous ceux qui sont présents ici. Nos amis Kervens et Stéphanie, mais pas que, toutes les ambassadrices et les ambassadeurs de la jeunesse qui sont présents ici. Je le disais tout à l'heure en introduction, c'est très très bien que le corps diplomatique puisse ainsi s'enrichir de jeunes collègues et en particulier de jeunes ambassadrices, parce on n'est pas si nombreuses, on est 2 ambassadrices ici dans le corps diplomatique. Je voudrais avoir un mot particulier pour Madame Penet-Kedar, en la remerciant pour son hospitalité, pour son idée généreuse et extraordinaire d'accueillir ici ce jour Mapoulab, mais pas seulement, puisque c'est une maison de citoyens que Madame Penet souhaite faire vivre dans sa propre maison, un endroit chaleureux, un endroit d'histoire, mais un endroit surtout, je comprends aujourd'hui, d'actualité et de futur. Donc, un immense merci, Madame, pour votre hospitalité. Je salue bien sûr tous mes collègues ici présents. Euh, pour euh, pour l'Union européenne, c'est pour nous à la fois important et un enjeu que les jeunes ne soient pas seulement enfin, qu'on n'ait pas seulement des actions en faveur des jeunes, mais que les jeunes soient acteurs de ces projets, de ces initiatives. Dans le monde, la jeunesse aujourd'hui représente près de 50% de la population, et je comprends que Haïti ne fait pas exception. C'est vous la majorité aujourd'hui. C'est un message, je pense, d'espoir. C'est aussi un message de responsabilité pour nous qui occupons certaines fonctions de responsabilité, parce que le monde est en tension, le monde vit des moments difficiles sur le plan géopolitique, sur le plan climatique. Et c'est un monde sur la base duquel il faudra construire aussi le monde d'aujourd'hui et surtout de demain. Et là, on ne peut ne pas le faire. Il faut absolument le faire en donnant la parole et le pouvoir d'initiative aux jeunes. Je pense aussi, et la personnalité des jeunes présents ici le montre, que cette parole, vous la prenez de manière talentueuse, vous la prenez de manière énergique, vous la prenez également de manière innovatrice. Vous avez des idées, et ces idées, il faut les entendre. Ces idées, il faut qu'elles soient prises en compte. C'est dans ce contexte que l'Union européenne s'inscrit parfaitement dans l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'ONU. Si ma mémoire est bonne, c'est issu d'une résolution du Conseil de sécurité de 2015, la 2250. Donc ça va, mes souvenirs ne sont pas si rouillés que ça, vous me rassurez. Une résolution qui prend en compte le fait que les jeunes sont aussi une des parties de la population les plus touchées par les conflits, une des parties de la population les plus touchées par les problèmes de sécurité physique, mais aussi de sécurité économique, et qu'il est important de pouvoir non seulement, encore une fois, écouter la jeunesse, mais de lui donner sa place dans les discussions, dans les initiatives sur la prévention, sur la résolution des conflits, sur la gestion
des situations post-conflit. Et je pense que cela aussi, dans le cas des environnements liés à des crises sécuritaires, un écho particulier ici en Haïti et à Port-au-Prince ce matin. Donc, c'est dans cette dynamique que l'on s'inscrit. J'ai essayé de reprendre. Il y a 5 piliers à cet agenda jeunesse, paix et sécurité, en particulier celui de la prévention, mais aussi, je disais aussi, celui de la réintégration. Et ça, ce sont des choses dont on peut se parler, mais en vous écoutant avant tout. Et c'est vraiment le mot-clé, l'écoute, je pense, le mot-clé qui nous réunit aujourd'hui, mais pas seulement. Le mot-clé, tout à l'heure, M. Saint-Fort faisait référence à ce bel arbre, qui est aussi un beau symbole, le mapou. Ça me rappelle l'endroit où j'ai grandi quand j'étais petite, où il y avait un arbre à palabres. Ici, je comprends que c'est le mapou, je n'avais pas encore j'ai pas encore découvert, donc je compte sur vous aussi pour qu'on se retrouve sous un mapou à un moment ou à un autre. Je suis en tout cas à votre disposition. Euh, et, et je pense que c'est à la fois c'est un symbole, mais les symboles sont très importants, surtout quand on a besoin d'action, surtout quand on a besoin d'être ensemble pour agir. Et c'est là-dessus que je terminerai parce que je pense que le plus important, c'est de vous entendre, d'échanger, de débattre. On est aussi dans une période où le débat est très remis en cause. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être d'accord, mais surtout quand on n'est pas d'accord, il ne faut pas avoir peur de débattre et de s'écouter les uns les autres, d'écouter les arguments des uns et des autres. C'est comme ça qu'on arrive aussi à des solutions ensemble. Et l'Union européenne est là, vous parliez d'accompagnement, on est là pour vous accompagner, on n'est pas là pour décider à votre place. Et c'est très important qu'on puisse vous entendre. Donc, je terminerai en vous souhaitant une belle année 2026, en souhaitant que cette année nous apporte collectivement de l'intelligence à tous, et je m'y inclus aussi, du débat, espérons des solutions, que cela apporte en particulier à Haïti de la sécurité, de la stabilité, de la prospérité. Je pense qu'on aura sûrement dans les discussions à venir la question aussi des perspectives de travail, d'emploi pour les jeunes qui sont aussi au centre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Je vous remercie et je suis surtout très reconnaissante à toutes les jeunes ambassadrices et tous les jeunes ambassadeurs ici présents. Quand on vous voit, on se dit que l'avenir est dans de bonnes mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, Madame Rousse Hélène, qui nous a parfaitement rejoint sur l'idée et sur le concept même de Mapoulab, c'est-à-dire inspirer la jeunesse, encadrer la jeunesse, les accompagner, comme elle l'a si bien dit, pour pouvoir ensemble changer la réalité de notre pays. Cette année 2026, comme elle l'a si bien dit, nous la souhaitons une année de paix, une année de sécurité, une année également pour les jeunes de prospérité, d'opportunité. Merci beaucoup, Madame Hélène, que je vous prie d'applaudir encore une fois. Nous arrivons maintenant à l'élément qui nous réunit aujourd'hui, la récidive. Mapoulab, avec sa délégation composée de 3 personnes, Mademoiselle Stéphanie Sophie Lui, Monsieur Kervin Zalons et le chaperon, Monsieur Almirat Sefort, a participé à la 2e édition de la conférence de l'Union européenne sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Nous allons pour cette restitution opter pour un format, je dirais, inhabituel, pas un format d'exposé classique où la personne va venir prendre 30 minutes à parler, mais plutôt un moment d'échange, presque un format d'entrevue, un format de podcast en direct. Vous allez être les spectateurs live d'un podcast en direct sur la restitution de cette si belle conférence. J'appelle donc à venir nous rejoindre M. Kervens Alons, ambassadeur de Mapoulab, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Je l'appelle à prendre place.
Mademoiselle Stéphanie Sophie Lui, que j'appelle également à prendre place, à côté d'Alonce, à côté de ce côté de préférence. Et je serai accompagné dans le cadre de cette entrevue, de ce podcast en direct, n'oubliez pas le concept, par Mademoiselle Tyler Ansi Lazare, que je vous prie d'applaudir. OK, super. Là, le cadre est déjà posé. Il ne manque qu'un élément. Vous voyez qu'il y a une chaise vide. Je vais me glisser rapidement, prendre ma place. Caméra 1, 2, on lance le podcast. Bonjour et bienvenue à cette restitution. Kevin, Stéphanie, Tyler, comment vous sentez-vous? La première question que j'ai à vous poser, comment vous sentez-vous après être revenu et après avoir participé à cette conférence de l'Union européenne sur la jeunesse, la paix et la sécurité? Alors, 1, 2, 1, 2. Comme on dit les femmes d'abord, alors je, je vais faire preuve de bienséance et céder ma place à mademoiselle Stéphanie. Je peux commencer? OK. Elle me fait honneur de commencer. Alors, avant de commencer, je vous dis bonjour et madame l'ambassadrice et tous les autres ambassadeurs qui sont dans la salle et l'honorable monsieur directeur Dieu aussi. Moi, je me présente. Je suis Kevin Salance. Je suis un étudiant en médecine. Et à part de ça, je suis un étudiant ambassadeur dans la structure de Mapulab. Et ça fait maintenant 1 an, 6 mois que je suis étudiant ambassadeur. Et durant ces 1 année et 6 mois, il y a un comité central au niveau de la structure et je préside ce comité central. Donc, je suis le président du comité central des étudiants ambassadeurs. En novembre dernier, on a été invité et moi-même, je suis retourné avec une lecture différente de la situation. Je suis retourné mieux outillé pour comprendre les réalités et savoir où commencer à agir, à poser des actions et à inspirer d'autres jeunes à comprendre et à embrasser certains challenges, certains défis à partir de la lecture que je peux faire maintenant, à partir de tout ce qui a été discuté à la conférence de Bruxelles. Merci. Je passe le micro à Mme Stéphanie maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, les membres du corps diplomatique d'Haïti, et spécialement un grand bonjour à mesdames, messieurs, les membres de Mapulab. Il faut dire que je ne suis pas directement ambassadrice au sein de Mapulab, mais je suis plutôt la jeune présidente du gouvernement jeunesse qui a été aussi invitée au sein de cette conférence pour représenter non seulement la jeunesse, mais aussi du coup le gouvernement jeunesse. Et on s'est rencontrés et justement, monsieur Saint-Fort m'a aussi accompagnée, tout comme si j'étais au sein de Mapulab, ce que j'apprécie. En fait, je pense que c'est une expérience qui a été assez inédite, bien que je pense qu'en 2023, j'avais déjà lancé une telle expérience en voulant participer à une simulation de l'ONU qui a été à Dubaï. Je pense que ça aussi, c'était intéressant. Mais comme Kelvin vient de le dire, à Bruxelles, c'était différent. Je pensais que j'étais comme un chef d'État. On était tellement structuré. Déjà, dans l'ambiance de la salle, on donnait vraiment une importance à cela. Et c'est ce que j'ai compris, c'est là ce qui nous manque en Haïti. C'est qu'on n'a pas pris la politique au sérieux, surtout au niveau des adultes, mais aussi au niveau des jeunes. C'est comme si on a l'impression de jouer. Mais finalement, quand on joue avec la politique, on joue avec la vie des gens, car la politique est destinée à changer la vie des gens. Et moi, je suis politologue et aussi activiste. Je comprends que même si je donnais beaucoup d'importance à ce que je faisais, mais je dois m'activer encore plus. Et le travail est plus immense que l'on le pense. Et je pense qu'on est retourné et j'apprécie encore une fois cette initiative de restitution qui vise à redonner et à repartager tout ce qu'on a acquis comme compétences et comme connaissances. Bonjour tout le monde. C'est pour moi un plaisir d'être ici afin d'animer avec Emmanuel cette restitution qui n'est pas seulement juste une expérience, mais on a beaucoup à dire. C'est une conversation ouverte, sincère et qui suscite beaucoup de questionnements et de réflexions. OK, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a beaucoup plu le plus dans cette expérience? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est j'ai pu faire l'expérience de cette diversité parce que au sein de cette conférence, il y a eu près de 85 pays qui ont été représentés. J'ai pu me connecter avec d'autres jeunes qui sont des activistes aussi dans leur pays
qui sont des jeunes leaders qui militent pour la paix et la sécurité dans leur pays. J'ai pu apprendre aussi de leur expérience qui est très diversifiée, à rencontrer des jeunes qui viennent de l'Afrique, de l'Amérique et autres. Donc, j'ai pu m'enrichir de toute cette diversité qu'il y a eu. Et la deuxième chose aussi, c'était ce sérieux, cette appropriation que les jeunes se font de ces différents défis. Ils prennent ça très au sérieux, ils militent, ils discutent, ils parlent comme si l'avenir était entre leurs mains. Et c'est ça qui me... Justement. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré à prendre ça pas beaucoup plus au sérieux, mais savoir qu'est-ce qu'il y a comme impact qu'on peut avoir nous-mêmes jeunes à notre niveau, comment on peut s'entraîner. Maintenant, on est à un petit niveau, mais on peut commencer à acquérir les expériences pour qu'à l'avenir, quand on aura beaucoup plus de responsabilités, qu'on puisse déjà avoir fait nos armes à commencer à discuter, à porter certains discours bien avant qu'on ait beaucoup plus de responsabilités à l'avenir. Donc, en plus de la diversité, c'est ce sérieux-là, cette appropriation des défis, cette appropriation de tout ce qu'il y a comme environnement mondial et challenge au niveau de la jeunesse, la paix et la sécurité qui m'a le plus marqué. Donc, comme le disait Stéphanie, tu as eu l'impression d'être un chef d'État. Ah, exactement. Parfait. Stéphanie. En fait, en plus de ce que Kelvin vient de dire, voyez que quand vous êtes dans une boîte et que vous avez l'impression que vous êtes seul. Je pense que généralement, les Haïtiens souffrent de ce syndrome de statocentrisme que nous sommes seuls au monde et que Haïti est spécial, nous vivons que ces défis que nous-mêmes. Ce qui m'a marqué, c'est en voyant que la jeunesse du monde confronte ces mêmes défis que Haïti confronte. Et justement, ça m'a fait comprendre que la solution n'est pas aussi lointaine qu'on le pense. S'il y a d'autres personnes qui ont ce même problème, sûrement ils réfléchissent à des solutions similaires. Et c'est là que je pense que ce qu'il nous manque en Haïti comme jeunes, c'est vraiment cette organisation, cette structure pour résoudre les problèmes. Justement, la question de la famine, de l'insécurité, cela ne peut pas toucher qu'un quartier. D'ailleurs, on le voit en Haïti, c'est un quartier après l'autre. On a des territoires perdus de plus en plus. Cela démontre l'interférence et l'interconnexion qu'il y a entre les problèmes. Manque d'opportunités, situation économique vulnérable, crise économique et crise politique, ce qui va toucher le pays en entier. Donc, je pense que c'est cette similarité qui m'a fait comprendre qu'au final, nous ne sommes pas extraterrestres et que ce sont des problèmes qui ont été causés par l'homme, justement, qui peuvent être résolus par l'homme et des femmes. Je ne suis pas d'un homme à grand âge. Donc, c'est ça. Et je pense qu'en définitive, ce qui m'avait vraiment étonné, c'est que je ne connaissais pas alors du tout le programme YPS. Alors qu'en Haïti, en tant que jeunes, nous prenons des initiatives, nous faisons beaucoup d'activités, je dirais même trop d'activités parfois, mais la structure nationale, ce cadre d'accompagnement national qui n'existe pas, fait que les actions ne sont pas à répercussion qui sont d'absorption acoustique design et adaptée à tous nos espaces professionnels, écoles, restaurants et lieux de réception. Contactez nos experts et créons ensemble la solution qui vous ressemble. Paix et sécurité. D'abord, il faut prendre le temps de démontrer la corrélation qui existe entre la jeunesse et la sécurité et l'insécurité par connexion et regarder aussi du même coup comment la jeunesse peut réellement s'impliquer dans la question de la paix. Pas forcément dans la résolution de la crise insécuritaire, mais plutôt dans la cohésion sociale, plutôt dans la mise en disponibilité de certaines opportunités par les jeunes et pour les jeunes. Parfait. Je vous prie d'applaudir cette intervention très riche. Maintenant, j'ai une petite question. Pour les gens qui nous regardent, qui sont en ligne, pour ceux qui sont également en présentiel et qui ne connaissent pas ce qui se passe à cette conférence. Donc, quand on parle de conférence de l'Union européenne sur la jeunesse, la paix et la sécurité, c'est quoi exactement? Quel est l'objectif principal de cette conférence? Alors, la conférence, elle a été organisée à l'occasion de l'anniversaire de 10 ans de la résolution 2250. Et l'objectif, il y a deux objectifs principaux pour cette conférence. La première, c'était la rédaction de la déclaration conjointe. Et la deuxième, c'est la création de ce réseau mondial de jeunes qui militent, qui travaillent autour de la jeunesse, la paix et la sécurité. Donc, pour cette conférence, on a eu près de 85 pays qui étaient représentés avec près de 120, 150 participants. Donc, c'était vraiment très diversifié, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a organisé cette conférence à Bruxelles. Oui, en fait, en plus de la conférence qui s'était organisée à l'occasion du 10e anniversaire,
mais aussi c'était le moment de se réapproprier de ce concept jeunesse. Dans le sens qu'on utilise le mot jeunesse à tout bout de champ, on n'a même pas l'impression de catégoriser quand on est jeune, quand on n'est plus. On a l'impression que jeune est une chose et jeunesse est une autre. Donc, je pense que c'était aussi l'occasion de mettre l'accent sur ce concept, pas en tant que âge, pas en tant que personne, mais plutôt en tant que catégorie sociale étant vulnérable dans la société. Non seulement par les manques d'opportunités, mais l'accent a été surtout mis par cette fermeture que la jeunesse généralement mondiale a envers la politique. Parce que, comme j'aime le dire, on dit tout le temps que la jeunesse, c'est l'avenir. On vient de le dire. Mais finalement, est-ce que la jeunesse n'est pas le présent? Si dans l'avenir, nous sommes déjà des adultes. Donc, je pense que c'était ça, c'était de dire aux jeunes que non seulement on devrait élaborer une déclaration conjointe à travers des amendements, c'était vraiment des procédures législatives comme si on était au Parlement. On proposait des articles et un rapport avec la réalité de chaque région, pas de chaque pays. C'était plutôt par bloc, par région. Mais aussi, on disait aux jeunes, après la déclaration, cela ne suffit pas. Il faut se diriger vers une implémentation. Et c'est cette implémentation qui devra se faire en accord avec les gouvernements en place. Parce que la jeunesse n'est pas forcément au pouvoir directement. Donc, c'est vraiment le moment pour nous de lancer ce débat, la paix en Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est la résolution de la crise insécuritaire ou bien un pays avec un niveau de vie élevé, un niveau de vie stable? Est-ce que c'est forcément quand il n'y a plus de gangs ou bien quand il y a des opportunités pour les enfants de Cité Soleil? Donc, c'était vraiment cette opportunité d'aller en profondeur des problèmes et de ne pas rester dans la superficialité. On parle de jeunesse, de paix, de sécurité, mais il y a aussi les 5 piliers. Est-ce que vous pouvez expliquer au grand public les 5 piliers de manière simple et efficace? Bon, je vais prendre l'initiative. OK. Alors, les 5 piliers, le premier pilier, c'est la participation des jeunes dans les processus de paix, comme mademoiselle Stéphanie l'a dit. Nous vivons dans le présent, les jeunes, c'est le présent. On doit s'approprier de ce qu'on a comme réalité. On doit aussi faire partie de la solution. Donc, la participation inclusive des jeunes dans les processus de paix et de gouvernance aussi. Il y a aussi la protection des droits humains qui constitue la base, d'après moi. Il y a aussi la prévention contre la radicalisation, contre la violence. Et cette prévention-là peut se faire à travers l'éducation de la nouvelle génération, l'engagement civique aussi, leur donner un espace pour qu'ils puissent forger leurs armes. Nous avons aussi les partenariats inclusifs parce que la jeunesse semble fonctionner en vase clos. C'est comme si on faisait autre chose. On dit, eux-mêmes, ils sont en train de jouer. Il n'y a pas vraiment cette vraie responsabilité. On se dit, OK, eux-mêmes, on veut les écouter, on veut les intégrer. Il n'y a pas cette mouvance dans notre société. Et je dirais, c'est aussi commun pour d'autres jeunes dans d'autres pays. Il n'y a pas ça. Donc, on veut avoir cette pratique où on commence à créer des partenariats, créer des ponts entre les jeunes et les organisations ainsi que les gouvernements pour qu'il y ait créer un écosystème où tout est connecté. Et aussi, il y a le désengagement et la réintégration, pour moi, qui est l'un des piliers les plus importants, parce que quand vous avez des jeunes qui sont déjà affectés, ce n'est pas aller résoudre ça avec des armes, avec des blindés, avec des choses. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Qu'est-ce qu'on doit offrir à ces jeunes-là comme alternative? Ceux qui sont, les jeunes qui sont touchés dans les zones de conflit et tout, comment les désengager dans cette mouvance qu'ils sont. Parfois, ils ne sont même pas conscients de la chose qu'ils sont vraiment. Donc, je pense que ce dernier pilier constitue vraiment la base si on veut reconstruire la société, c'est d'aller vers ceux qui sont touchés, les territoires, les jeunes qui sont touchés et de les réintégrer. Donc, je vais reprendre la participation inclusive dans les processus de paix, la prévention, la protection, les partenariats pour créer des ponts, créer l'écosystème. Et à la fin, nous avons le désengagement et la réintégration. Merci, Kervin, pour cette chaleureuse présentation. Ce que je veux juste ajouter, c'était de mettre l'accent un peu plus sur la prévention. Par exemple, ce qu'on avait vu, c'est comment éviter quelque part les conflits au lieu de les résoudre directement. Parce que quand le conflit est déjà engagé, automatiquement, il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en jeu, comme par exemple la protection des civils qui sont certes dans les zones enrôlées par les gangs, qui ne sont pas forcément des gangs. D'ores et déjà, les opérations doivent prendre en compte l'aspect des droits de l'homme pour éviter les dommages collatéraux. Et aussi, on a cet aspect de prévention, mais surtout en termes d'encadrement. C'est-à-dire, le jeune, parfois, ne se sent pas impliqué dans la société trop. On ne parle
parle même pas de politique. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu dois t'éduquer toi-même, tu dois te donner une orientation toi-même. Donc, la prévention est très importante, surtout dans une société en Haïti qu'on a 52% de la population et dans ces 52%, on a un taux d'analphabétisme qui est très élevé. Donc, la prévention devient très difficile. Mais cela aussi nous a permis de réfléchir à l'aspect communautaire que nous avons en Haïti. Quelque part, comme on l'a dit tout à l'heure, les solutions sont là. Avec Mapou comme exemple, quand nous sommes là assis ensemble autour de cet arbre aussi symbolique, nous avons la possibilité pour les plus grands apprennent aux plus petits les effets. Et je termine sur cette partie avec la réintégration. Je pense qu'en tant que jeune, c'est quelque chose qui est très bien. Comment réintégrer quelqu'un qui m'a fait du mal. Et aussi, j'ai pris l'occasion, et je me suis d'aller regarder des situations similaires parce qu'on avait des Afghans avec nous, on avait des gens qui venaient de l'Israël, j'ai une amie maintenant qui elle est de l'Ukraine. Donc, on comprenait réellement en temps et en heure qu'est-ce que cela veut dire d'être bombardé à tout bout de champ. Donc, cela m'a fait comprendre et la réintégration, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est un sujet difficile. D'ailleurs, on parle de mémoire. L'histoire n'est pas la mémoire. Donc, je pense que pour la mémoire, il faut revoir comment réintégrer des gens qui se sont exclus dans la société ou qu'on a exclus aussi quelque part et de les donner des opportunités. Bien sûr, cela doit se faire dans les normes bien établies et aussi cela doit se faire en prenant en compte la mémoire pour éviter une société de vengeance dans les années à venir. Parfait. Parfait. Je vous prie d'applaudir cette très belle présentation qui nous a été faite. Maintenant, il y a un thème qui a été abordé au cours de cette conférence, qui est le thème de la violence et de la polarisation. Donc, comment ce thème-là a été abordé et surtout, est-ce que la réalité haïtienne que nous connaissons tous a eu écho également au cours de cette conférence? En fait, j'apprécie beaucoup la question. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental chez nous en Haïti, la violence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut se rappeler une petite histoire que Haïti est né dans la violence, justement, à partir de l'esclavage, et on a gagné notre indépendance avec la violence, la guerre de l'indépendance. Et après l'indépendance, on a connu d'autres formes de violence. Par exemple, ça va commencer en violence politique, exactement, et pour donner comme résultat la violence sociale, la violence quand on ne respecte pas les droits de l'homme, la violence quand il n'y a pas d'opportunité, et pour arriver à cette violence physique qu'on constate aujourd'hui avec la question d'insécurité. Donc, je pense qu'ils ont élevé la violence à ce niveau qui n'est pas forcément toujours physique et brutal, mais qui peut être doux aussi. La violence peut être progressive. Elle peut être dans la maison, quand les parents en Haïti, exactement, ont cette pratique communautaire de toujours fouetter les enfants. Moi, je me rappelle, moi, je prends un pile bâton parce que je ne voulais pas manger, alors qu'au final, j'étais malade. Donc, c'est pour démontrer que dans la société haïtienne, on a vraiment cette accroche à la violence qu'il faut justement revoir au centre. Donc, je pense qu'il y a une culture de la violence dans la société haïtienne. Voilà. Je pense qu'on est trop habitué à la violence. Cela fait qu'il y a Hannah Arendt qui parle de ça. On vient maintenant à banaliser la violence. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de la force, on sent que ce n'est pas bon. À tel point qu'il y a des Haïtiens qui demandent de la dictature au profit d'une démocratie bien consolidée. Donc, c'est pour démontrer qu'on veut cette violence continue pour exister dans nos vies, qui est peut-être, je pense, des héritages coloniaux ou bien des traumatismes de la colonisation. Pour conclure dans cette question, la question de la polarisation a été évoquée, c'est pour démontrer l'aspect transnational de la violence. C'est-à-dire, la violence, c'est comme un mal qui s'éparpille comme le gaz. C'est-à-dire, depuis le jeune antilais, libre aller. Et c'est ce qu'on a vu. Quand il y a plus de vulnérabilité, la violence a un terrain qui est préparé pour son émancipation. Et qu'est-ce qu'on a vu? Au sein de la région, Haïti devient maintenant un territoire de violence, un circuit de violence, que ce soit dans le narcotrafiquant, que ce soit dans toutes les autres parties, la violence vraiment s'approprie d'Haïti. Et pour en conclure, il faut revoir la solution de manière transnationale. C'est-à-dire, regarder les autres pays aux alentours de nous qui ont peut-être des violences de ce même type et regarder quels sont les fondements de cette violence et comment utiliser le YPS justement pour contrecarrer cette violence qui est systémique et non isolée dans la société haïtienne. Alors, bon, la seule chose que j'ajouterais, c'est peut-être de faire une appropriation, je dirais, locale du contexte. La chose, c'est que cette polarisation, elle est souvent instrumentalisée. Elle est instrumentalisée par certains groupes. Et il y a cette fracture sociale
cette fracture économique et territoriale aussi qu'ils utilisent pour, je dirais, intégrer et servir leur propre intérêt. Alors, pour faire plus simple, c'est comme nous avons une société, nous avons des territoires où l'État n'est plus présent. Nous avons ce groupe de jeunes, ce groupe de personnes qui sont marginalisées, un tout petit peu abandonnées par l'État. Et cette fracture qu'il y a, cette fracture sociale, cette fracture économique, il y a des gens qui sont là, qui voient ça, et à partir de ça, ils vont utiliser cette fracture pour pousser les jeunes à intégrer des groupes armés pour servir leurs intérêts. Eux-mêmes, ils vont se positionner comme des gens qui vont leur servir de, je dirais, de porte-parole, leur servir d'acteurs de rétribution. C'est comme le sauveur. Donc, cette instrumentalisation de cette fracture sociale qui est tellement tangible, présente en Haïti, c'est vraiment l'une des choses qui m'a marqué lors de la conférence et que j'ai appris. C'est cette lecture que j'ai fait aussi qui m'a permis de mieux comprendre beaucoup de choses. Et cela revient aussi à l'agenda YPS. Pourquoi les gens peuvent utiliser je dirais, cette fracture sociale? C'est parce qu'on doit agir à travers les piliers pour réduire cette fracture, donner une alternative aux jeunes. Ainsi, ils seront moins manipulables et ça aussi, ça constitue la base de la violence. Les jeunes constituent une grande partie des groupes armés. Donc, plus tu réduis le nombre de jeunes dans ces groupes armés en leur donnant une alternative, c'est plus tu réduis la fracture sociale, c'est plus tu réduis leur force, leur capacité, plus tu vas réduire aussi la violence. Donc, c'est cette appropriation que j'ai fait et aussi avec le lien des 5 piliers, comment agir à travers ces 5 piliers, réduire cette fracture sociale pour donner plus d'alternatives aux jeunes et réduire du même coup la violence. Vous avez entendu des histoires similaires dans des régions qui sont propres à la situation que confond Haïti actuellement. J'aimerais savoir personnellement comment cela vous affecte. Alors, je prendrai le temps de répondre à cette question en me rappelant de cette jeune femme qui était assise à côté de moi pendant presque toutes les séances. Elle était afghane. Et puis, elle me parlait de ce que vivent ses parents maintenant qui est encore en Afghanistan. Et elle me parlait aussi de ce qu'elle vivait. Prenons le cas de l'aspect spécifique qu'elle me parlait, c'était concernant les droits de la femme. C'est pour cela que tout à l'heure, quand on a dit droits de l'homme, on a préféré dire de la femme parce qu'en Afghanistan, quand on parle de droits de l'homme, c'est pour les hommes masculins et non pour toute la population. Elle m'avait parlé de cette stigmatisation qu'il y a envers la femme, allant à cette misogynie où la femme ne peut même plus chanter à haute voix. C'est-à-dire, si la femme chante et les policiers passent, elle est arrêtée. On est arrivé à un moment où les femmes, on ne peut même pas voir leurs yeux. C'est-à-dire, elles doivent porter le hijab, je ne sais pas comment on appelle, voilà. Elles doivent porter ça à une dimension où même leurs visages ne peuvent pas être apparus. Donc, elle m'a dit, elle était obligée de fuir le pays pour avoir une vie meilleure. Mais ce qu'elle m'avait dit qui m'a touchée, elle m'a dit, j'ai laissé mon pays, mais quelque part, je me rappelle que mes sœurs sont encore en Afghanistan et subissent ce sort que je subissais et je ne suis pas en mesure de les aider. Et cela m'a fait comprendre qu'en Haïti, malgré le fait qu'on a connu cette fuite de cerveau qu'on appelle maintenant notre diaspora, mais quelque part, c'est cette réalité qui laisse derrière eux des familles dans la souffrance. Et je pense que cela m'a fait dire, elle s'est donnée comme objectif de laisser le pays, de trouver des solutions d'ordre mondial, c'est-à-dire à travers des conférences qui vont déboucher sur des déclarations qui seront peut-être contraignantes à l'avenir, c'est-à-dire des déclarations comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui pourront inciter les pays à adopter des mesures de protection de la femme et de l'homme et pour aider toute sa population. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui en Haïti. Même si on laisse le pays, on ne doit pas laisser notre objectif en arrière. Cet objectif qui est d'améliorer la vie de nos citoyens de toutes les façons qu'on trouve. C'est-à-dire en redonnant les opportunités qu'on a reçues ailleurs, pas seulement économiques, mais des opportunités aussi en termes de compétences, en termes de partage de connaissances. Et c'est cette responsabilité qui nous incombe comme cette génération qu'on appelle la génération Z, qu'on appelle les Timoun 2000, pour ne pas seulement changer sa vie, mais aussi de changer la vie de ses compatriotes. Car quand il y a moins de problèmes, non seulement personnellement, cela te sera bénéfique, mais aussi le pays en soi va en bénéficier. Parfait. Merci. Je sens qu'on a envie d'applaudir. Donc, je peux libérer les mains. Donc, là, on va toucher un point qui est un petit peu plus intéressant encore. Les points que nous venons de voir sont tout autant intéressants, mais là, on va entrer dans le nerf
de la chose. On parle d'engagement de jeunes, on parle de responsabilité, on parle de jeunesse, on parle de paix, d'initiative de jeunes. C'est bien. Mais comment, à partir de cette conférence, a été abordée la notion de financement également des activités de ces groupes de jeunes? Parce que c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des plans, c'est bien d'avoir tout un tas d'idées, mais comment on matérialise cela et comment a été abordée, comme je viens de le dire, la question du financement des associations de jeunes, des organisations de jeunes qui travaillent dans la société, premièrement, et comment ne pas tout simplement répéter participation, mais sans réellement entrer dans une participation inclusive. C'est quoi pour vous cette participation inclusive et la question du financement des initiatives de jeunesse? OK, merci. Alors, pour moi, ça nous ramène à deux des 5 piliers. Le premier pilier, c'est la participation. On veut que les jeunes participent. Les jeunes, ils sont là, ils sont pleins d'idées, ils sont très créatifs, surtout très créatifs. Mais il y a cet aspect de renforcement de capacité. Tu vois? Donc, les jeunes, avec leurs projets, ils ont besoin d'être soutenus. Et quand tu parles de participation inclusive, ce n'est pas une participation pour avoir un quota et avoir des statistiques éclairées partout, oh, j'ai tant jeune, tant jeune, tant jeune. Mais avoir des jeunes qui sont soutenus, entendus, il y a un thème que j'ai entendu à plusieurs reprises, je ne le connaissais pas, c'est le tokenisme. C'est quoi? Tu prends des jeunes, tu les mets dans certaines positions, et ces jeunes-là, c'est uniquement pour claironner que tu as des tant jeunes qui sont là. Mais est-ce que les projets de ces jeunes-là sont entendus? Est-ce que leur programme, est-ce qu'ils sont soutenus? Est-ce qu'il y a un plan pour ces jeunes pour les aider à s'intégrer? C'est ça la participation inclusive. C'est une participation qui peut avoir un impact, un réel impact. Ce n'est pas une participation pour discuter qui va rester dans des tiroirs, mais c'est une participation inclusive où les jeunes pourront apprendre, forger leurs armes, comme je le dis tout le temps de mes premières prises de parole. Donc, c'est forger leurs armes, renforcer leurs capacités. Et au fur et à mesure, ils pourront grandir et, sans même le dire, avoir leur place dans le changement de la société. Ce n'est pas d'un jour à l'autre que les jeunes vont passer de spectateurs à acteurs de transformation. Il y a un processus et cette participation inclusive, ça tend vers ce processus pour intégrer les jeunes dans tout ce qu'il y a comme processus de changement, de paix, de sécurité dans ce qu'on a comme environnement. Et le deuxième aspect, c'est le partenariat. C'est pas fonctionner en vase clos au sein de la société, mais c'est de plutôt créer un écosystème où chaque élément de cet écosystème est connecté et peut bénéficier l'un de l'autre de ce que peut apporter l'autre. Par exemple, les jeunes, à travers leurs projets, ceux qui sont, je dirais, qui ont soit les capacités de financement, qui ont déjà fait certaines expériences, peut, je dirais, aider ces jeunes-là à être plus autonomes, les outiller pour qu'ils puissent avoir plus d'impact. Pour moi, c'est l'appropriation que je ferais. Oui, justement, juste pour ajouter, on avait aussi parlé d'abord avant de l'association de l'individu comme activiste. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on va remarquer chez les jeunes? Les jeunes qui sont activistes ne sont pas, comment je veux dire ça, des employés, ne sont pas employés, c'est-à-dire ne travaillent pas. Or, l'activisme n'est pas forcément un travail, cela ne paie pas. Et quand on a des activistes qui ne sont pas payés, cela peut déboucher sur la corruption et aussi sur l'abandon du mouvement au profit des opportunités comme des visas, des possibilités de job, etc. Donc, ce qu'on avait mentionné, je me rappelle qu'on avait donné un amendement à ce propos, c'était d'abord, là encore va venir le cadre légal et national du YPS. Parce que si on n'a pas cette incitation pour dire au gouvernement, d'abord, il faut des programmes d'accompagnement économique pour les jeunes de manière individuelle. Qu'est-ce que j'entends par cela? J'entends par dans la répartition budgétaire, on ne peut pas avoir 0,5% du budget, comme cela a été le cas pour les récents budgets en Haïti, pour la jeunesse et dire que la jeunesse est la priorité. On ne peut pas avoir 0,2% dans un budget pour les femmes et dire que les femmes et les jeunes sont les priorités. Donc, la première chose, c'est où est-ce qu'on finance les jeunes? Donc, on doit le voir. Sinon, on aura quoi? On aura des jeunes qui sont financés socialement, mais personnellement qui n'ont pas d'argent. Donc, ils vont utiliser l'argent du social pour le personnel. Et c'est ce qu'on a vu dans la politique haïtienne à tout bout de champ. Donc, je pense que la première partie aussi dans cet aspect de financement, c'est de permettre à ces jeunes de devenir autonomes. Et quand on parle de cela, on ne parle pas de favoritisme, on parle de la méritocratie, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit au niveau de l'administration publique, les concours sont ouverts.
par le clientélisme, par le népotisme. On parle aussi du secteur privé qui a cette incitation d'employer des jeunes, de faire le roulement de carrière. Et aussi, on parle au sein de l'administration publique de revoir, par exemple, cette politique de retraite. On dit toujours que les gens âgés ne veulent pas partir, mais partir avec quoi pour faire quoi? À 60 ans, il n'y a plus d'opportunités dans le pays. Donc, si on ne revoit pas la politique de retraite, moi, je me rappelle que mon père, il avait l'assurance d'OFATMA. Et à chaque fois que j'arrivais à l'hôpital, on ne voulait pas prendre. On me dit que OFATMA pas payé, il ne pas prendre. Donc, on était obligé de marcher par-ci et par-là, parce qu'à cette époque, on n'avait pas cette capacité économique. Donc, j'ai vu cette vulnérabilité, même avec les institutions de l'État. Et cette deuxième chose va se trouver dans le financement des projets de long terme. Les jeunes avaient évoqué cette difficulté à avoir des résultats sur un projet de jour, sur une conférence, par exemple. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas se diriger vers des projets d'incubation plutôt, vers des projets de formation, mais pas de formation simple, de formation continue, pour pallier à cette vide, je dirais à ce vide universitaire. Aujourd'hui, on parle d'université, mais il n'y a que le nom qui reste. Mais les structures sont, je dirais, effritées pendant ces dernières années. Les cours de médecine se font en ligne. Des cours d'ingénierie se font en ligne. Ce n'est pas que ce n'est pas bien, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de 3G, 4G en Haïti. Donc, je pense que ces difficultés font que si on n'a pas de structures qui peuvent pallier à ces vides universitaires et aussi opportunités, on va avoir de difficultés. Et pour clôturer cette partie, je pense que ce soit au sein des organisations internationales, à travers le YPS, ils peuvent avoir des fonds qui sont disponibles pour des programmes de YPS. C'est-à-dire, tout jeunes qui veulent rentrer dans des programmes de médiation, c'est quelque chose que je pense qu'on peut parler parce que l'année dernière aussi, il y avait le PNUD qui m'avait délégué, nominé pour participer dans, je dirais, des formations de médiation à Hollande. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit redistribuer, que je vais prendre le soin de faire aussi. La médiation. Tu vas prendre le soin de restituer. Exactement. Comme nous le faisons aujourd'hui. Oui, mais en termes de programme, c'est ce que je veux dire. Pas un jour, mais former des médiateurs en Haïti. Super. Parce que si on a de crise, on n'a pas de médiateurs, on aura des conflits qui vont être résolus par la violence. Parce que c'est l'arbitrage qui peut aider à éviter la violence. Donc, pour conclure de cette partie, si on a un cadre légal qui est institué pour le YPS, on va avoir des fonds alloués pour des jeunes qui veulent effectuer des activités ayant rapport à la paix et la sécurité, et j'ajouterai la cohésion sociale. Donc, dès lors, ce sera plus facile pour les jeunes de trouver des financements qui ne seront pas assez contraignants, pour éviter de changer l'idéologie, mais surtout avec l'objectif d'avoir une société plus pacifique en donnant à ces jeunes vulnérables des opportunités pour changer leur vie. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Alonce. Nous allons prendre, je ne sais pas si c'est bon, si la régie est bon. Et on va prendre un petit moment pour écouter M. Roch Koselj, qui est de Bruxelles, donc il faisait partie justement des personnes qui ont organisé cette conférence. Donc, il est avec nous en ligne. Donc, comme l'heure nous fait la guerre, donc il doit y partir. Donc, il va faire son intervention rapidement et tout de suite après, on passe à la dernière phase de cette entrevue que je sens que vous aimez. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez cette entrevue jusqu'à présent? Parfait. Donc, la régie qui prépare pour nous, monsieur, OK, il est tout sourire, hein? Ça veut dire qu'il a aimé également la présentation que nous venons d'avoir. Monsieur Roch Koselj, sous vos applaudissements. Absolument. Je ne sais pas si c'est bon, il peut parler. On fait un petit test, monsieur Koselj? Petit test. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, on augmente un petit peu le volume. Un petit peu. Parfait. OK. Essayons là. Un petit test. 1, 2. Alors, est-ce que maintenant vous m'entendez bien? OK, c'est bon. C'est parfait. Parfait. Très, très bien. Alors, d'abord, un grand merci pour avoir organisé cette activité de restitution de la deuxième conférence Jeunesse, Paix et Sécurité. Moi, je m'appelle Roch Koselj. Je suis de la division PCM 1 du service d'action externe de l'Union européenne. Effectivement, les organisateurs de la conférence, ensemble avec toute une pléthora des organisations de la société civile. Et voilà, il n'y a pas grand-chose que je voulais ajouter à ce que Kervens
et Stéphanie ont déjà dit, parce qu'ils ont touché des points très, très importants. Je vais aller sur vraiment le pratico-pratique là. Parce que, comme justement nos deux jeunes l'ont mentionné, il s'agit maintenant de donner un suivi concret à cette deuxième conférence, parce que la conférence, elle a déjà été écrite, elle a été très belle, 5 jours, 58 sessions, 80 pays, 126 jeunes artisans de la paix. Mais ce qui est important maintenant de définir, c'est quoi? Quel sera un peu le outcome? Quel sera un peu le résultat de cette conférence? Stéphanie l'a mentionné, nous avons la déclaration conjointe. La déclaration conjointe consiste en 65 articles entièrement rédigés par les jeunes et adoptés par les jeunes. Et d'ailleurs, on a le soutien de plusieurs États membres de l'Union européenne qui ont voulu donner soutien à cette déclaration conjointe. Et là, maintenant, il s'agit de nous battre ensemble pour mettre en pratique les propositions de cette déclaration conjointe. Alors, j'ai déjà eu des contacts avec beaucoup de ces jeunes artisans de la paix en vue d'une conférence, en fait pas une conférence, une réunion demain de suivi à ce qu'on peut faire avec la résolution. La déclaration et les deux choses principales que nous avons déjà individuées et qui empêchent souvent la mise en pratique, la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité sont les suivants. Première chose, il faut renforcer les capacités de nos délégations sur place, et je suis sûr que Madame l'ambassadrice sera d'accord avec moi, dans les actions qu'on mène avec la jeunesse. Parce que qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on est en contact avec beaucoup de jeunes qui ont des projets magnifiques qu'ils voudraient promouvoir, et on les met en contact avec les points focaux pour la jeunesse dans les délégations, mais après on découvre que les points focaux pour la jeunesse des délégations sont débordés parce qu'en même temps, ils sont des points focaux pour 27 autres choses, comme pas plus. Donc, ils n'ont pas assez de temps pour travailler seulement sur la jeunesse. Et donc, il faudrait avoir un point focal dédié pour la jeunesse qui soit seulement un point focal pour la jeunesse. Et là, dans ce cadre, on peut alors parler d'insérer aussi la dimension jeunesse, paix et sécurité qui est liée avec beaucoup des autres choses. Deuxième chose, la même chose on a vu maintenant, j'ai parlé avec des activistes qui ont essayé de contacter les réseaux nationaux des jeunes qui s'occupent de la jeunesse, paix et sécurité. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les réseaux jeunesse, paix et sécurité des jeunes dans les pays ont le même problème que les délégations de l'Union européenne. Ils n'ont pas un secrétariat souvent qui fonctionne. Donc là, si un jeune veut faire partie de la coalition nationale jeunesse, paix et sécurité, il ou elle écrit une email quand il ou elle découvre qui est le point de contact là, et souvent il n'y a pas de réponse. Donc là aussi, il faut faire de façon que les délégations nationales jeunesse, paix et sécurité aillent un secrétariat fonctionnel qui s'occupe de déjà rédiger des notes, rédiger des rapports, organiser des réunions, fixer, créer des liens, répondre aux emails et tout ça, parce que comme ça, voilà, on aura finalement un conteneur sur la base duquel on pourra après travailler beaucoup mieux. Donc ça, c'est un peu les deux choses principales. Demain, à 11h30, heure de Bruxelles, il y aura justement cette réunion qu'on aura avec tous les 126. J'espère que beaucoup de monde sera connecté, jeunes, pour récolter des autres idées, disons, sur comment avancer et comment mettre en pratique, article par article, la déclaration conjointe. Et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire en vous invitant à rester toujours en contact et en invitant en particulier Kervens et Stéphanie à demain proposer des autres choses concrètes qu'on mettra ensemble et sur la base desquelles on fera après un rapport qu'on va partager avec tout le réseau. Kervens l'a mentionné, il y a maintenant un réseau des jeunes artisans qui existe suite à la conférence. Et avec ça, je termine et je m'excuse si j'étais long.
Je vous prie d'applaudir M. Rock. Merci, M. Rock. Et nous faisons suite à notre causerie. Vous avez parlé de participation. Vous avez parlé de participation de la jeunesse, de participation inclusive. Et vous avez parlé également d'une question très délicate, la participation des jeunes qui font partie, disons, des gangs. Maintenant, nous aimerions savoir justement comment cette question a été abordée et, d'après vous, comment l'intégration de ces jeunes marginalisés peut être faite dans la société haïtienne. Merci. En fait, c'est une très belle question. C'est même une question très fondamentale pour les pays, disons des pays gangsterisés ou bien ayant été envahis par la violence. La première chose que je me rappelle qu'ils ont posé comme question, je crois que c'est moi qui avait posé cette question, en demandant est-ce qu'il y a parmi des jeunes qui étaient dans la salle qui faisaient partie du board qui réfléchissait sur la sécurité, soit des commissions, soit des conseils en dehors des ministères, des fonctions institutionnelles. Est-ce qu'il y avait des boards qui existaient pour que des jeunes puissent participer en donnant des réponses à cette crise insécuritaire? Et on a été zéro à y être dans aucun des pays ayant été là. Cela démontre quoi? En tant que jeune, il y a cette distanciation volontaire le plus souvent pour éviter que les jeunes puissent réellement participer. Parce que quand on parle de participation inclusive, on ne va pas parler de la quantité de présence. On ne va même pas parler de la qualité de présence, mais on va parler de la position de présence. C'est où est-ce qu'on est présent. Ce n'est pas être là qui suffit, mais c'est dans quel type de rencontre. Est-ce que c'est vraiment dans les rencontres assez superficielles ou bien quand on va prendre les vraies décisions? Nous ne sommes pas des chefs d'État, on le sait, mais on peut parler des commissions qui vont prendre en compte les réponses des jeunes concernant ces situations. Maintenant, pour revenir à la question de la réintégration des jeunes ayant été enrôlés dans les gangs. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans un pays ayant été victime de cette manière, la première réponse, c'est la réponse de la répression. On va venir sur et la réintégration. Qu'est-ce qu'on parle de la répression? Pour parler de réintégration, il faut d'ores et déjà, avant tout, que la police, qui est là comme organe de répression, puisse contrôler d'abord le territoire. On va parler de réintégration, mais est-ce qu'on connaît tous les jeunes qui étaient déjà dans les gangs? Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont dans les gangs et qui sont aussi dans la société qu'on pense qu'on va réintégrer et qui s'intègrent déjà? Donc, c'est déjà ce profilage qu'il fallait faire. Donc, on ne peut pas enlever le rôle institutionnel de la police, du ministère de la Justice et le donner aux jeunes ou bien à la société. Ça, ce n'est pas possible. Mais dans la deuxième partie, après avoir fait cette cartographie, il faut au moins une division d'implication. Et cela a été fait par le Rwanda qu'on appelle le GAKAKA. Le GAKAKA, c'était les tribunaux qu'ils ont instaurés au Rwanda. Mais avant de juger pour savoir qui va être réintégré, qui va être, et comment on dit ça, est-ce qu'on va exonérer de sa peine, ils ont fait cette cartographie par crime, c'est-à-dire par niveau de criminalité. Ceux qui étaient enrôlés, par exemple, dans les vols, sont exonérés, réintégrés. Ceux qui étaient enrôlés dans les viols, ils ont eu une considération certes, mais à raison de demander des excuses publiques par devant la communauté, parce que c'était des tribunaux communautaires, etc., etc. Donc, il faut faire ce premier travail avant même de parler de réintégration. Une dernière chose, si on parle de réintégration, il faut avoir une structure d'accueil. Donc, ces jeunes qui n'ont pas de famille, certes, est-ce qu'on va créer des familles d'accueil? Est-ce qu'on va créer des centres comme le bien-être social devrait en principe le faire? D'abord, on a des jeunes enfants en dessous de l'âge. Il y a une convention qui les protège. Mais deuxièmement, ces jeunes, même si on ne va pas les réintégrer, les repousser directement dans la société, mais est-ce qu'on va les reconduire? Et qu'est-ce qu'on entend par reconduire? Ils ont besoin d'accompagnement parental, économique, mais aussi socialement en termes d'éducation. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut avoir l'existence physique de ces centres. Et puis, on peut faire un parallèle. Si on parle de réintégration, il y en a parmi eux qui vont quand même avoir des peines, même si on va diminuer ces peines. On n'a même pas de prison pour les mettre. Donc, c'est pour dire que c'est une situation. Avant de penser à cette situation, il y a beaucoup d'étapes à prendre. Et pour conclure à cette partie, je pense que aussi, il y a un travail de sociologie à faire avant de parler publiquement de cette réintégration. Le pourquoi? On a connu ça dans les sociétés les plus reculées en Haïti. Les notables de la ville le faisaient. C'est-à-dire, pour éviter que des problèmes se continuent de génération en génération, ils faisaient de l'arbitrage communautaire. Le chita en bas pied bois, les kazek, les azek, les magistrats le faisaient, des pasteurs de la ville, les notables, entre guillemets. Okay? Ils se positionnaient en conseil
Et puis, on avait ce type de tribunal ouvert. Et c'est là qu'il parlait en disant, oui, on connaît que mon est formal, mais si vous continuez comme ça, vous avez des problèmes avec elle. C'est-à-dire pour au moins diminuer les tensions avant de parler de réintégration. Parce que je t'assure, si un monde est victime de l'insécurité, demain matin, il connaît un monde dans gang, même côté avec elle, il y aura sûrement des vengeances en connaissant la sociologie haïtienne. Donc, pour éviter cela, il y a tout un travail d'idéologie à faire, de sociologie. Et ça, je pense que les jeunes sont les meilleurs, bien placés pour parler de ces trucs, parce que les jeunes ont ce rapprochement avec les communautés, que ce soit les communautés vulnérables, mais même les gangs aussi. Les gangs ont leurs cousins qui sont dans les jeunes, ont leurs cousins qui sont dans les gangs. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément dans les gangs, mais qui connaissent les gangs. Donc, pour conclure à cela, c'est un sujet très délicat, comme vous l'aviez dit, mais il faut l'aborder. La médiation, l'arbitrage, la réintégration est essentielle. Mais sans les structures appropriées pour les recueillir, ils vont recommencer. Et à chaque fois que la violence va recommencer, elle sera amplifiée. Il faut le savoir. Alors, applaudissements à eux. Alors, mon intervention se portera sur le désengagement, parce que vous avez parlé en long et en large sur la réintégration. Mais maintenant, la réintégration, c'est la seconde partie du travail. Maintenant, il faut, dans un premier temps, savoir pourquoi les jeunes s'engagent dans les groupes armés. Savoir qu'est-ce qu'il y a comme contexte, qu'est-ce qu'il y a comme environnement autour de tout ça. Et je l'ai dit dans l'une de mes interventions avant, il y a cette fracture sociale qui fait que le jeune, il évolue dans une précarité. Et les gangs, ils ont ce discours, ils ont cette propagande qu'ils font de certaines choses. Et les jeunes qui sont dans leur territoire, les gangs, ça fait partie de leur quotidien. Donc, c'est normal d'arriver à un certain âge de se dire, OK, la route, c'est une fois que j'ai 12 ans, 13 ans, je dois intégrer un gang. C'est comme intégrer une grande famille. Donc là, c'est l'une des choses aussi à considérer dans comment comprendre pourquoi les jeunes ils s'engagent et comment agir pour ce désengagement, c'est-à-dire comment offrir aux jeunes une alternative que ce soit premièrement dans leur milieu, améliorer leurs conditions, une alternative sociale, avoir une sécurité sociale, une sécurité humaine, que leurs droits, c'est-à-dire la nourriture qu'ils aient à manger, qu'ils puissent avoir accès à l'éducation, se former, avoir un travail décent, avoir un salaire, être capable de vivre par eux-mêmes. Si tout autant que les jeunes, ils n'ont pas cette capacité de vivre par eux-mêmes, il y aura toujours cette fragilisation et ils seront toujours manipulables. Donc, il faut agir sur le contexte qui pousse les jeunes à s'engager dans un premier temps. Et une fois qu'on ait des programmes pour faciliter ce désengagement-là, on agit sur les contextes, on va pouvoir travailler sur la deuxième partie, la réintégration, avec tout ce que la comporte, comme Mlle Stéphanie l'a si bien dit. Merci. On parle de sécurité humaine. On parle de sécurité humaine avec les jeunes au centre. Et que le temps nous fait la guerre, c'est important de poser cette question. C'est quoi cette approche et comment nous pouvons faire le pas avec la jeunesse? Alors, durant toute la conférence, nous avons pris le temps, alors bien avant de participer. Moi-même, comme on m'a invité, j'ai eu une belle équipe avec M. Saint-Fort, M. Yuri, Emmanuel, qui m'ont soutenu. Et on s'était dit, on va reposer les bases. On va recommencer là où les droits de l'homme ont vraiment commencé, c'est-à-dire la sécurité humaine. Comment, à travers la prévention, l'un des piliers les plus importants, d'après ce moi-même que j'ai pu considérer comme plus important, comment agir pour éviter que les jeunes puissent s'engager dans les gangs. Par exemple, quand on a la sécurité humaine, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir l'accès à l'éducation, avoir l'accès à des opportunités économiques, être capable de vivre par soi-même, avoir un avenir pour un jeune. Parce que si je suis jeune, je n'arrive pas à me projeter, je peux prendre n'importe quelle proposition. On peut m'offrir un avenir. Je ne veux pas créer mon avenir. Mais si j'ai cette capacité de construire mon avenir, de me construire en tant que jeune, que la société puisse m'offrir cette sécurité qui me donne la possibilité de me construire, je pense que ça peut être la base de la construction de cette nouvelle Haïti avec cette nouvelle génération. C'est pour ça qu'on s'était dit, OK, il est de bon ton de retourner à la base et de remettre en avant ce qui constitue vraiment
les bases des droits de l'homme dans les différentes sociétés. Parfait. Juste une petite chose. Ouais. En fait, c'est après tout ce que Kelvin vient de dire, c'est cette sécurité humaine sans discrimination. Car il faut rappeler que la société haïtienne a cette sociologie de discrimination basique, c'est-à-dire on fait une catégorisation pour tout le monde. Il y a une boîte pour chaque personne. Donc, je pense qu'en Haïti, il faut parler de sécurité humaine au-delà du genre, au-delà du sexe, au-delà de la race. Parce que oui, il y a ce problème de couleur qui existe jusqu'en 2025 après la colonisation. En Haïti, on a cette segmentisation, je dirais, à partir de la classe sociale. À partir de la langue, par exemple, notre langue pas nous, pourtant, l'on parle de l'autre côté, ou get un paquet de discrimination monté sous dos, pourtant, si vous parlez français, tout le monde get en comme ou usu ou bien compétence. On a par exemple le niveau d'école, la sécurité humaine que je dans le lycée, c'est pas les jeunes dans l'école privée. Donc on a une société haïtienne qui est chargée de dichotomie. Selon la position où tu as une méritocratie qui est préparée pour toi. Parce que m'baka dit que un petit monde qui quitte l'école Saint-Louis Gonzague, a même opportunité avec un petit monde qui t'est levé Cité Soleil par exemple, s'il pas gourmet plus. Comme moi j'aime le dire, j'ai passé toute mon enfance en province. Donc j'ai dû lutter forcément pour m'intégrer à Port-au-Prince et peut-être à l'international. Donc, ce que je veux dire par là, la discrimination, c'est un problème fondamental qu'il faut éviter. Et de par cela, il faut donner les opportunités en fonction de l'opportunité qui est présente et non en fonction du genre, de la race. Donc, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Kelvin. Maintenant, nous allons nous diriger vers l'objectif final, la déclaration conjointe. Donc, il y a eu, pour aboutir à cette déclaration conjointe, une rédaction collective, c'est-à-dire tous les représentants des différents pays se sont mis ensemble pour élaborer ensemble la déclaration conjointe. Maintenant, ce que nous aimerions savoir, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience de rédaction collective, ça c'est la première chose, et deuxièmement, la déclaration conjointe, qu'est-ce que nous, qui n'étions pas là, et qui n'avons pas encore accès à cette déclaration, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette déclaration? Un, rédaction collective, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cette expérience, et deux, ce que nous pouvons attendre de la déclaration conjointe qui en est ressortie. Kelvin, Stéphanie. Voilà. Donc, la déclaration, je dirais que c'était la finalité des 5 jours de conférence, qui était d'organiser des sessions, soit par région, soit par thématique. Par exemple, on a eu des sessions sur la région latino-américaine. On a parlé des dangers qui rôdent autour des jeunes de l'Amérique latine. On a aussi parlé des sessions concernant les crises, par exemple en Afrique, en Moyen-Orient, etc. À part de ça, la finalité, c'était forcément de rédiger la déclaration. Et le processus a commencé avant même d'arriver à Bruxelles. On avait déjà un draft établi à partir de séances de travail qu'on avait déjà réalisées en Zoom et aussi à partir d'un groupe de WhatsApp qu'on avait établi. Donc, à partir du Zoom, les jeunes commençaient déjà avec la squelette que WOC avait déjà proposée. Donc, tout le monde était bien imbu de ce qu'on devrait y insérer. Donc, on a commencé avant et puis arrivé le jour J, on a eu les sessions. Maintenant, c'est à partir de ces sessions, des nouvelles réflexions, on avait l'avant-dernier jour et le dernier jour pour proposer des récents amendements en plus du draft qui a été déjà établi avant même notre arrivée. Donc, on a dû se mettre ensemble par groupe et puis on faisait cette division régionale aussi pour avoir une idée plus générale et diversifiée. Donc, on faisait ça par groupe et on insérait des amendements. Maintenant, je dirais que la difficulté qu'on a connue, c'était surtout au moment du vote. Okay? On avait eu plus d'une centaine d'articles avec pour chaque article plusieurs amendements. Donc, on devrait choisir quel amendement éliminer. Et dans les amendements, parfois, c'était un mot qu'il changeait. Donc, il fallait regarder quel mot était en gras, quel mot n'est pas en gras. À un moment donné, devine quoi? Et monsieur peut le dire, il y a eu une sorte de scission dans la salle. Tout le monde s'est dit, on ne va pas continuer. Les jeunes étaient là en disant, ah, ouais, nous ne sommes pas d'accord avec la procédure, on arrête. Et Wok était là, Wok disait, non, vous avez signé pour ça, vous aviez dit que vous étiez d'accord avant, on ne peut pas changer la procédure. Vous savez que parfois, les jeunes sont très rebelles. Et les jeunes, moi, j'étais là. Et voilà, oh, exactement. On a dû fermer la session, les jeunes ont dit, non, cette procédure ne marche pas, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas voter sans article en faisant ce même travail de tri d'amendement en même temps. Donc, les jeunes se sont dit, il fallait avoir une commission pour au moins faire le premier tri et proposer
au moins les choses qui se ressemblent. Et après, on allait voter sur la proposition de la commission et non le même jour, parce qu'on avait une autre activité à 1h au sein du siège de... Oui, c'était avec le PNUD, je me rappelle. Donc, c'était dans un autre espace. Donc, on devait se déplacer, on n'allait pas avoir le temps. Et ça m'avait vraiment ému, c'est pour démontrer que les jeunes sont, comment je veux dire ça, sont exactement. Mais aussi, cela nous a démontré aussi qu'une fois que les jeunes se sentent à l'aise dans une structure, ils peuvent s'exprimer. Parce que si on n'a pas dit rien, ça ne pas dire que tu es d'accord, non? Ça t'a dit que soumis, ou pas en confiance pour exprimer. Donc, le fait qu'ils ont pu s'exprimer, je comprends qu'ils comprennent que la démocratie fonctionne avec les contradictions et que dans le moment que la contradiction ne dépasse pas la violence, c'est normal quand il doit y avoir ce pluralisme pour exister. Et pour conclure, la déclaration a beaucoup d'incitations. Ce n'est pas une déclaration qui est coercitive, qui est exigeante, qui va inciter les États ou bien qu'on va demander aux États de s'y adhérer, etc. Mais je pense qu'ils vont l'ajouter, que ce soit à la déclaration 2239, il y a eu la déclaration 2535 aussi qui a accompagné la première déclaration et mis sur pied ce programme. C'est surtout pour mettre l'accent de comment inciter la participation des jeunes dans les différents pays. La participation sociale, mais aussi la participation politique, c'est-à-dire inciter les jeunes à accompagner, alors à être présents, dans les espaces de prise de décision. Et je me rappelle qu'on avait une présentation à faire par devant les responsables de l'ONU qui étaient là et les responsables de la délégation. Ils ont demandé à Haïti de se présenter et j'avais parlé au nom d'Haïti pour justement parler de la situation. Et c'est là qu'ils étaient tellement étonnés de savoir qu'on avait 9 présidents. Et vraiment une situation catastrophique. Ils se sont dit, c'est le moment pour nous de nous impliquer un peu plus. Donc, la déclaration, c'est ça. C'est d'abord la reconnaissance de la jeunesse. C'était reconnaître que la jeunesse a telle capacité, reconnaître que la jeunesse est une puissance, reconnaître les caractéristiques, etc. Et puis ensuite, les mesures incitatives pour dire que les jeunes doivent participer dans les commissions, par exemple, de justice dans leur pays pour prendre des décisions. Les jeunes ont cette capacité de donner leur avis. En gros, je pense que c'est ça. Et comme mot final, je pense aussi que c'est le moment pour Haïti d'intégrer réellement ce cadre officiel du YPS qui va peut-être créer des commissions comme M. Ocla a sollicité pour justement prendre en compte les actions, avoir un agenda, je dirais, à côté de ce grand agenda, un agenda de travail disant voici nos priorités pour rentrer dans le cadre du YPS et y intégrer aussi des mesures régionaux, par exemple au niveau régional, aller vers l'Amérique latine, vers le CARICOM et puis voir en Afrique quand on a des problèmes similaires. Alors, très rapidement, ce que je vais ajouter, et ça concerne surtout la suite, parce que la déclaration, c'est peut-être qu'un document en plus, qu'une déclaration en plus, il faut de l'énergie, il faut un moteur pour qu'on puisse porter ce qu'il y a comme contenu de cette déclaration. Donc, c'est pour ça que les jeunes, qu'on crée ce réseau international de jeunes qui, dans leur pays respectifs, ils vont faire ce plaidoyer pour que d'autres jeunes puissent s'approprier du contenu de la déclaration, des piliers du YPS. Et après cela, il y a aussi le National Action Plan. C'est un plan d'action national que les jeunes, en collaboration avec le gouvernement, doivent prendre en compte le contexte, parce que ce n'est pas uniquement prendre la déclaration et faire copy-paste. Il faut adapter la déclaration à la réalité et à partir de ça, déterminer un plan d'action national autour de l'agenda YPS. Et c'est là le travail des jeunes qui ont participé dans la conférence envers le PC. Justement, c'est notre responsabilité envers les autres personnes qui n'ont pas pu participer, envers des jeunes qui sont dans des zones marginalisées. Donc, cette responsabilité nous incombe et c'est pour ça qu'il y a la participation et les partenariats aussi qui sont très, 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 très importants. Donc, pour conclure, si la déclaration, s'il n'y a pas de plaidoyer, si on ne met pas d'énergie, la déclaration, elle va être qu'une déclaration en plus. Merci. OK. Avant de passer le micro à Emmanuel pour qu'il puisse conclure pour nous, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un message à envoyer à la jeunesse haïtienne? Si oui, quel est ce message? Bon, merci. D'abord, mon message est pour vous. Continuez ce que vous faites et j'apprécie énormément cet encadrement. Et le deuxième message pour les jeunes, c'est de trouver les opportunités même lorsqu'elles n'existent pas.
Car avec cette capacité, cette idéologie d'affronter la vie coûte que coûte, vous allez trouver des opportunités. Moi, pendant que je suis avec vous, j'expose aussi à Zen Haïti dans la foire parce que je fais des bijoux. Donc, c'est une façon de dire qu'il faut trouver les moyens nécessaires, que ce soit dans l'art, dans la créativité, dans les compétences accessoires que vous possédez, il faut trouver un moyen d'exister avant tout. Car si on n'existe pas et qu'on souhaite exister dans la politique, nous serons que des populistes qui ont des discours vides, qui n'ont pas de structure et après, on va terminer d'exister car on va tomber dans la corruption. Donc, si on veut faire de la politique, il faut avoir ça, il faut se construire avant tout et ensuite construire sa communauté. Et mon dernier message aussi pour que ce soit le gouvernement et les partenaires internationaux, c'est vraiment de prendre cette année de 2026 comme le déclic de dire il faut réellement faire confiance à la jeunesse. Et faire confiance veut dire les demander, les questionner sur les sujets les plus cruciaux dans le monde, les questionner sur leur réalité. Car qui peut trouver une solution à son problème que celui qui subit le problème? Donc, je pense que c'est vraiment le moment de faire confiance à ces jeunes, à leur leadership. D'ailleurs, il n'y a pas de leadership sans échec. On ne peut même pas dire d'échec, peut-être des ralentissements, des apprentissages. Donc, c'est normal de prendre du recul pour dire, OK, ça n'a pas marché, on va recommencer. Donc, il faut faire confiance à la jeunesse et cela veut dire les accompagner en termes de compétences, des formations comme Madame l'avait fait, elle nous a invités à prendre part dans cette grande conférence pour rencontrer d'autres personnalités, mais aussi à supporter les projets et en rapport avec la paix et la sécurité, car je pense que le pays, quelque part, n'en peut plus de cette violence systémique et vraiment, on a besoin de souffler. Et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Stéphanie. Et Avens, rapidement. OK, alors, rapidement, mon message serait, pour les jeunes, serait qu'ils puissent s'approprier au quotidien de leur avenir. Ce n'est pas se projeter uniquement, mais c'est de faire une action tous les jours, une action à laquelle tu pourrais te dire, demain, quand tu regardes en arrière, je suis fier d'avoir fait cela tous les jours. Et en te construisant tous les jours, en t'appropriant des défis, tu vas premièrement te construire toi-même, te changer toi-même et tu vas avoir un impact sur ta communauté et changer ta communauté. On ne peut pas changer sa communauté si on ne se change pas soi-même. Donc, appropriez-vous des défis, appropriez-vous du contexte tous les jours, faites de petites actions qui peuvent peut-être pour vous ne rien dire maintenant, mais à la longue, en accumulant ces petites actions qui vont avoir un grand impact sur votre communauté, sur vous-même dans un premier temps et sur votre communauté. Merci. Merci beaucoup, Alonce. Merci, Stéphanie. Je vous prie de les applaudir chaleureusement. Ils ont, à mon sens, et je pense que vous en conviendrez avec moi, bien restitué ce qu'ils ont vécu au cours de la semaine du 10 au 15. Un applaudissement encore plus chaleureux pour eux, s'il vous plaît. Et c'est là que je me glisse rapidement dans mon autre rôle de cet après-midi, qui est le rôle de maître de cérémonie. Le podcast, n'oubliez pas, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on était plutôt sur un autre format, pas un format de présentation à l'exposé, mais un format plutôt de podcast en direct. Donc, nous les avons écoutés. Je reviens dans mon rôle de maître de cérémonie. Donc, nous les remercions, Tyler, Kervens et Mademoiselle Lui, pour leur intervention. Merci beaucoup. Et nous allons tout de suite passer au mot de conclusion par M. Saint-Fort, que je vous prie d'applaudir encore une fois, qui nous revient. Oh, mes amis. Si vous êtes toujours là, ça veut dire que vous avez fait bonne provision. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Je pense que ça a été très long, mais il y a toujours ces aléas ou problèmes de gestion de temps. Donc, nous respectons le temps. Donc, c'est pourquoi c'était prévu qu'on s'arrête à 1 heure, mais là, souffrir 10 minutes en plus, pas plus, et puis après, en guise de remerciement, une petite collation après. Alors, et merci à vous autres, parce que nous avons fait du bon travail à Bruxelles, pas vrai? C'était très intense. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit. C'était tous les jours, c'était pas seulement, c'était pas de la visite touristique ou bien on allait visiter les musées. C'était tous les matins, 7h30, 8h, 7h30, 8h jusqu'à 5h, 6h. Et ceci, du lundi, nous sommes arrivés, lundi, c'était vraiment trop intense. Et les documents à travailler, à échanger, tout. Bon, bref, l'histoire, c'est que nous autres aussi, au sein de Mapoulab, nous avons des points communs avec ce qui a été fait. C'est pourquoi, comme prochaine étape, c'est ça la grande question, qu'est-ce qu'on fait à travers Mapoulab? Parce que dans cette mouvance, nous étions déjà dans une optique à apprendre à se connaître avec nos membres. Parce que le problème majeur en Haïti aussi,
c'est que les jeunes ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas leur environnement. Rien qu'à l'intérieur d'une université ou bien dans un espace comme ça, on n'apprend pas à se parler, à se dialoguer. Je pense, et au sein de Mapoulab, nous sommes résolus pour se dire, ça, c'est une étape majeure. N'est-ce pas, M. Rondel Théodore, parce qu'il sait quoi. Donc, et vraiment, avec toute cette dynamique-là, il faut qu'on enclenche. Et vous avez entendu lors de ma présentation, j'ai parlé de la parole, la deuxième édition de la parole. Eh bien, nous autres, le point final de la parole pour cette deuxième édition, c'est la finale des champions. Je salue le recteur Toulouse qui est en ligne de AUC, parce que son équipe est championne. Donc, nous aurons 4 équipes pour participer à cette finale des champions. C'est l'équipe championne de l'Ouest, qui est l'Université Quisqueya, l'équipe championne du Grand Nord, le campus de Limonade, et l'équipe championne du Sud, c'est l'American University of the Caribbean, et l'équipe qui est la meilleure finaliste de l'édition, de cette deuxième édition, c'est UPNCH, Université publique du Nord au Cap-Haïtien. C'est bien ça? Okay, donc. Et là, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas eu cette chance. Les jeunes qui se sont en train de s'opposer, quand on les met dans un espace ensemble, ils s'acceptent l'un ou l'autre. Nous avons fait l'expérience dans le Grand Sud où nous avons mis 3 universités ensemble. Après les matchs, ils se sont parlé. Malgré c'était vraiment houleux, n'est-ce pas? Donc, vraiment, c'est l'idée qui est derrière tout ça. Donc, j'invite peut-être nos éventuels partenaires à nous rejoindre. Ce sera du 23 au 28 mars dans le Grand Nord. Et ce serait une question de région sud, ouest, nord. Alors, il y a 2 équipes dans le nord. Ouais? Université publique du Cap. Donc, là, ce sera fait autour de quoi? Parce que le concours, c'est quoi? C'est le format pour ou contre. Donc, certainement, dans la mouvement, dans la prolongation de ce qui se fait à Bruxelles, des idées, tout ce qui a été fait, on va s'approprier de ça pour présenter ça à l'intérieur de ces concours-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'espère, Madame l'ambassadeur, vous avez bien noté. Donc, on s'arrange et j'en ai parlé. Alors, je vais fermer d'abord pour remercier Bruxelles. Il y a M. Rock qui est en ligne parce qu'il nous a bien reçus. L'ambassadeur d'Haïti à Bruxelles aussi, qui nous avait bien reçus parce que c'est une délégation. On a pris le temps de visiter l'ambassade. Il y a tout le personnel qui nous avait bien reçus. Il y a aussi le bureau de l'Union européenne à Bruxelles, M. Ivan Ovando et M. Carl, M. Christophe. Nous avons eu de très bonnes rencontres et ça passait. En tout cas, mes chers amis, je vous donne au niveau de Mapoulab, on se donne rendez-vous du 23 au 23 pour le Grand Nord avec cette finale-là. Je prends le temps de saluer quelqu'un qui supporte Mapoulab à travers la BRH, M. Georges, le vice-gouverneur qui est là derrière nous, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre et on le remercie de sa présence. Certainement, il va nous accompagner, n'est-ce pas, M. Georges, pour la grande finale. Et pas des moindres, parce que vous êtes là, il y a l'avoir, le savoir, l'université, mais il y a le pouvoir, il y a l'avoir aussi. Nous avons 3 présidents et présidents des chambres des associations de commerce. Il y a l'ADI, M. Molik, merci, pour qu'on vous voit, parce que lui, il est plus haïtien maintenant que moi. M. Molik, donc, donc, il est le président de l'ADI, et Mme Cuvili, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest. Pour Martine, on ne te connaît pas, non, Mme Cuvili? Bonjour. Et le président de la Chambre de commerce franco-haïtien, Maître Paul Ternier, que je vous demande d'applaudir aussi. Et ils m'ont dit qu'ils vont épauler Mapoulab. N'est-ce pas? Donc, alors, au fond de tout ça, mes amis, on a essayé de faire, de voir dans les limites des ressources qui sont vraiment, mais quand même, on avance. N'est-ce pas, M. Théodore, qui va nous appuyer aussi, qui continue toujours à nous donner du support dans ces limites. Donc, nous avons notre comptabilité qui est toujours là et vient nous supporter, Mme Gilda. Merci et vraiment, mes chers amis, je vous bénisse et continue de supporter parce qu'en Haïti, l'un des problèmes majeurs avant que nous fermions, il y a ce qu'on appelle la dictature du court terme. On pense que les choses doivent être immédiatement. Et il faut prendre le temps de faire les choses. Là, quand on parle de jeunes, on parle de décennies. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne met pas ça dans la tête.
Parce que ceux qui sont là au niveau politique, ils sont au niveau dans 50 ans, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons prendre le temps et de faire des projections en agissant quotidiennement. En tout cas, merci à vous. Applaudissez-vous. Oh, j'ai oublié de saluer Madame Aimée, mes amis de la BINU. Oh, Monsieur le conseiller chargé et Monsieur le chargé d'affaires. Thank you so much, Mr. Smith, for coming. We really appreciate your presence. Monsieur l'ambassadeur du Brésil, merci d'être venu. Et Madame, et bien sûr, notre Mapou national, Dr. Guy, merci de nous avoir d'être toujours au rendez-vous. Et pour dire, c'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs de dire non, ne fais pas ça et l'après-midi, parce que à Pétionville, c'est une ville piétonne impossible. Dimanche matin, punto. Merci, applaudissez-vous. Donc, merci à Maryse aussi, Madame Pénette. Et à tous nos étudiants qui nous écoutent. Alors, la petite collation, elle est là. Réseautage, 35 minutes. C'est votre espace, la salle des citoyens. C'est Madame l'ambassadeur. C'est un monsieur qui est venu faire les services. Certainement, vous avez l'occasion de chercher et de se mettre Wendell a l'expérience. Vous regardez le point, généralement? Oui, bien sûr. Donc, c'est lui. Non, lui, il est. En plus, c'est non, on va le faire. Non, alors lui, c'est le non-partisan, moi, que j'attends. C'est pas parce que c'est un ami, mais c'est le non-partisan. Ouais, il a toujours.